J'ai refusé de former ma remplaçante après avoir été écarté pour une promotion. Mon patron a menacé de me licencier, alors j'ai démissionné sur le champ et j'ai regardé toute l'entreprise s'effondrer. Salut, Reddit. Alors, mon entreprise m'a ignoré pour une promotion, puis m'a demandé de former la personne qui a obtenu mon poste. Apparemment, dire « non » était un crime de guerre, parce que les choses ont très vite et très mal tourné. Préparez votre pop-corn et profitez du spectacle. Petit avertissement, c'est un peu long et compliqué, mais lisez tout. Je sais que vous, les amis, vous vivez pour ce genre de drame. Je suis Antoine, 27 ans, un homme, et j'ai passé 5 ans dans cette entreprise de logistique à penser que le travail acharné et la loyauté signifiaient quelque chose. Il s'est avéré que j'étais juste la bête de somme du bureau avec un diplôme universitaire. J'ai commencé juste après avoir obtenu mon diplôme. Poste d'analyste débutant, un salaire suffisant pour payer le loyer à Lyon et améliorer mes raments instantanés. Le plan était simple, faire profil bas, bien travailler, gravir les échelons, le truc standard du modèle de réussite à la française. Retour à la réalité, je suis devenu le type sur qui tout le monde déversait ses problèmes parce que j'étais assez stupide pour les résoudre. Un client qui pique une crise à 21h. Appelez-moi. Un projet qui implose 2 jours avant la date limite? Je vais faire une nuit blanche. Quelqu'un a besoin d'être remplacé pendant ses vacances? Devinez qui travaille tout le week-end. J'ai fait tout ça en pensant que la loyauté était une voie à double sens? Ouais, ce n'est pas le cas. Le pire, c'est à quel point c'est devenu normal. Agnès de la comptabilité me transférait des feuilles de calcul à 19h avec « urgent » dans l'objet. Rien n'était jamais vraiment urgent, elle savait juste que je m'en occuperais avant le matin. Roland des opérations me traitait comme son assistant personnel, il passait à mon bureau 3 fois par jour pour me demander de réparer des choses qu'il aurait dû apprendre il y a des années. Jamais un « s'il te plaît ». Jamais un « merci ». Juste une attente. Et j'ai continué à le faire. J'ai continué à dire oui. J'ai continué à penser que c'était ce que faisaient les gens qui avaient l'esprit d'équipe, que quelqu'un finirait par le remarquer, que l'effort supplémentaire se traduirait par quelque chose de tangible. Ce ne fut pas le cas. Mon manager, Stéphane, me sortait toujours son baratin sur à quel point j'étais précieux, comment tout le département s'effondrerait sans moi. Tu es absolument essentiel à nos opérations. Traduction, nous ne te promouvrons jamais parce que tu es trop utile là où tu es. Le poste de responsable senior des opérations s'est libéré en mars. En gros, mon travail actuel, mais avec une autorité réelle, un vrai pouvoir de décision, et un salaire qui ne me ferait pas grincer des dents chaque fois que je consultais mon compte en banque. Stéphane m'a pris à part le jour où l'annonce a été publiée, il m'a fait tout un discours sur le fait que je devais absolument postuler, que j'étais exactement ce qu'il recherchait, que c'était mon moment. Il m'a même aidé à préparer ma candidature. Nous avons fait des entretiens blancs. Il m'a coaché sur ce que les dirigeants voulaient entendre. J'ai passé 2 semaines à perfectionner cette candidature, j'ai passé 3 séries d'entretiens avec différents directeurs et le vice-président, et j'ai répondu à chaque question comme si je l'avais répété dans mon sommeil. Chaque entretien semblait solide. Après le dernier, le vice-président m'a même serré la main et a dit « Je pense que vous savez comment ça va se passer ». Puis il a souri comme si nous partagions une blague d'initié. J'ai quitté ce bâtiment en pensant que j'avais enfin réussi. Puis ils ont embauché Camille. Camille était là depuis 14 mois. Je connais la durée exacte parce que je l'ai personnellement formée. Je me suis assis avec elle pendant 2 semaines complètes, lui montrant nos systèmes, lui expliquant les relations avec les clients que j'avais mis des années à construire, et la guidant à travers les processus que j'avais créés de toutes pièces. C'était une personne assez gentille, elle arrivait à l'heure, faisait ses tâches, souriait beaucoup. Mais exceptionnelle? Même pas en rêve. Elle était agressivement moyenne, le genre d'employé qui termine ses tâches et demande immédiatement, et après, comme si elle attendait la permission de penser. D'une manière ou d'une autre, cela a suffi pour me voler ma promotion. Stéphane m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi. J'aurais dû le deviner à son visage, cette expression de sympathie forcée que les gens prennent quand ils sont sur le point de gâcher votre journée. Écoute, a-t-il commencé, se penchant en arrière dans son fauteuil, faisant de son mieux pour jouer au manager concerné. Je voulais te le dire personnellement avant l'annonce. Nous avons décidé de choisir Camille pour le rôle de responsable senior des opérations. Je l'ai juste regardé fixement, attendant la chute, attendant qu'ils disent qu'ils créent un 2e poste. N'importe quoi qui ait du sens.
Je n'ai rien eu. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre, a-t-il poursuivi. Mais la décision s'est jouée sur l'expérience en management. Le rôle précédent de Camille impliquait une gestion d'équipe plus directe, et les dirigeants ont estimé que cela lui donnait un avantage. Donc, la femme qui venait à mon bureau 3 fois par semaine pour demander comment gérer des courriels clients basiques avait plus d'expérience en management que moi. Bien sûr, c'était parfaitement logique. J'ai eu envie de retourner son bureau, de sortir sur le champ. Au lieu de ça, j'ai juste hoché la tête et demandé si c'était tout. Stéphane a semblé véritablement soulagé que je ne fasse pas de scène, il m'a dit que je gérais ça de manière très professionnelle, et a ajouté qu'il y aurait d'autres opportunités plus tard. Je suis retourné à mon bureau et je suis resté assis là pendant 1 heure, à ne rien regarder, juste à digérer le fait que j'avais été écarté pour quelqu'un que j'avais personnellement formé, quelqu'un qui avait encore besoin de mon aide. Ce week-end-là, j'ai mis à jour mon CV, j'ai commencé à parcourir les sites d'offres d'emploi, et j'ai tranquillement rassemblé mes options. Si cette entreprise ne me valorisait pas, quelqu'un d'autre le ferait. Lundi matin, je suis arrivé prêt à faire exactement mon travail et rien de plus. Fini les nuits tardives, fini de couvrir les autres, fini d'être le contact d'urgence du département. J'avais tout un plan, faire profil bas, encaisser mes chèques de paie, passer des entretiens pendant les pauses déjeuner, et partir dès que quelque chose de mieux se présenterait. Une sortie propre. Puis le lendemain matin, Stéphane m'a demandé de former Camille pour son nouveau rôle. Et c'est là que j'ai décidé de tout faire brûler. Mardi matin, Stéphane s'est matérialisé à mon bureau avant même que je me sois connecté. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Il n'arrivait jamais avant 9 heures, sauf si quelque chose était sur le point de devenir mon problème. « Tu as 1 minute ?» a-t-il demandé, se dirigeant déjà vers la salle de conférence. Je l'ai suivi. Il a fermé la porte. Il s'est assis et a fait ce truc où il joint ses mains sur la table. Alors, Camille commence son nouveau rôle lundi, et nous devons la mettre à niveau rapidement. Tu connais les opérations mieux que quiconque. Et, Antoine, tu es le choix évident pour l'aider dans sa transition. J'ai cligné des yeux, laissant ces mots s'imprégner. Tu veux que je forme Camille ? Ai-je dit lentement, non pas en demandant, mais en confirmant que j'avais bien entendu. Exactement. Juste pour quelques semaines. Montre-lui les trucs avancés. Présente-la aux clients clés. Guide-la à travers les systèmes de reporting. Toutes les choses que tu fais déjà. Toutes les choses que je fais déjà. Le travail pour lequel je n'étais apparemment pas qualifié, mais que j'étais qualifié pour enseigner. Non, ai-je dit. Le visage de Stéphane est passé par la confusion, puis l'inquiétude, puis quelque chose qui ressemblait à quelqu'un qui avait mordu dans un citron. Excuse-moi. Non. Je ne formerai pas Camille. Il a carrément ri, comme si j'avais raconté une blague. Allez, ne sois pas comme ça. Je sais que tu es déçu, mais nous sommes toujours une équipe ici. Nous devons tous nous soutenir mutuellement. Si je n'étais pas qualifié pour faire le travail, ai-je dit, alors je ne suis certainement pas qualifié pour former quelqu'un d'autre à le faire. Le faux sourire a disparu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Soutenir le développement de l'équipe fait partie de tes responsabilités. On attend de toi que tu partages les connaissances institutionnelles. Partager les connaissances institutionnelles, ai-je répété. Avec la personne qui a été promue à ma place. La personne que j'ai déjà formée 1 fois ? Cette personne-là. Stéphane s'est penché en avant, passant à sa fausse voix concernée. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais refuser d'aider ne fera que nuire à tes perspectives d'avenir ici. C'est comme ça que tu démontres ton leadership en étant professionnel quand les choses ne vont pas dans ton sens. J'ai failli rire. Tu veux dire l'avenir où je me tue au travail pendant encore 5 ans et je te regarde promouvoir quelqu'un d'autre ? Cet avenir-là. Cette attitude-là, a-t-il dit, son ton se durcissant, c'est exactement pourquoi l'équipe de direction avait des réserves sur ta capacité à manager. Voilà. Ce n'était pas elle, expérience en management. C'était l'attitude. Traduction, je n'ai pas assez léché de bottes ni joué assez politiquement. Je me suis levé. Je fais mon travail. Je respecte mes délais. Je gère mes clients. Mais je ne forme pas quelqu'un pour un poste pour lequel j'ai été rejeté. Trouve quelqu'un d'autre. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. De retour à mon bureau,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler comme si de rien n'était. 1 heure plus tard, une invitation de calendrier. Objet, discussion concernant la collaboration d'équipe. Participants, moi, Stéphane et Brigitte des ressources humaines. C'est parti. La réunion était fixée pour l'après-midi. J'ai passé la matinée à faire mon vrai travail pendant que mes collègues me lançaient des regards. Les ragots de bureau vont vite. À 14 heures, je suis entré dans le bureau des RH. Brigitte était déjà là à côté de Stéphane, tous deux arborant des expressions de déception identiques. Mon collègue Thomas traînait près de la machine à café, essayant d'avoir l'air décontracté tout en écoutant de toute évidence. Alors, laissez-moi vous parler de ce type. Thomas était le genre de gars qui faisait chauffer du poisson au micro-ondes dans la cuisine du bureau et ne comprenait sincèrement pas pourquoi les gens étaient en colère. Un bon gars, mais un cerveau de poisson rouge. Merci de te joindre à nous, a dit Brigitte, comme si j'avais eu le choix. Stéphane a mentionné qu'il y a eu une certaine résistance concernant le plan de transition. J'ai dit à Stéphane que je ne formais pas Camille, ai-je dit. Ce n'est pas de la résistance. C'est une décision. Brigitte a jeté un coup d'œil à Stéphane, puis est revenue vers moi. Je comprends que la décision de promotion ait été décevante, mais refuser de soutenir un collègue n'est pas un comportement acceptable sur le lieu de travail. Est-ce un comportement acceptable de faire miroiter des choses à quelqu'un pendant 5 ans pour ensuite promouvoir une personne qui la formait? Stéphane s'est agité sur son siège. Personne ne t'a fait miroiter quoi que ce soit. Tu as postulé. Quelqu'un d'autre a été sélectionné. C'est les affaires. Et c'est aussi les affaires que je n'ai plus à me surpasser. Brigitte a sorti un document imprimé, qui avait probablement mon nom en gras dessus. Ta description de poste inclut le transfert de connaissances et le soutien au développement de l'équipe. Refuser des missions de formation directe pourrait constituer une insubordination. Insubordination? Ils allaient vraiment jusque-là. Alors mettez-moi un avertissement, ai-je dit. Mais je ne le ferai toujours pas, la pièce est devenue silencieuse. Stéphane avait l'air d'avoir avalé une guêpe. La mâchoire de Brigitte s'est crispée. Nous essayons de trouver une voie constructive, a-t-elle dit prudemment. Mais un refus continu de suivre les directives de la direction entraînera des mesures correctives. Faites ce que vous avez à faire, ai-je dit. Je fais mon travail, juste pas celui de quelqu'un d'autre. J'ai quitté cette réunion en sachant que j'avais pas une cible sur mon dos. Je m'en fichais. J'en avais marre d'être le gars qui se pliait en 4 pour des gens qui le voyaient comme jetable. Le reste de la semaine a été tendu. Stéphane a cessé de me parler sauf en cas d'absolue nécessité. D'autres collègues ont commencé à m'éviter comme si j'avais la peste, et Camille n'arrêtait pas d'essayer de me poser des questions. Désolé, disais-je à chaque fois. Tu devrais demander à Stéphane. C'est ton manager maintenant. Elle avait l'air confuse, parfois blessée. Mais j'ai tenu bon. Pas mon travail, pas mon problème. Stéphane voulait la promouvoir sans ma contribution, il pouvait la former sans elle aussi. Le changement dans la dynamique du bureau a été immédiat et évident. Roland des opérations a dû se débrouiller avec ses propres problèmes. Il a commencé à faire des erreurs, s'est fait réprimander par les clients. Soudain, je n'étais plus le gars sur qui tout le monde s'appuyait, et toute la structure de soutien s'est effondrée comme un château de cartes. Agnès a cessé de me transférer des demandes, urgentes, et a commencé à les envoyer à Camille à la place. Camille paniquait, venait à mon bureau, et je la redirigeais vers Stéphane. J'ai vu sa confiance s'effriter en temps réel. Elle s'était engagée pour une promotion, pas pour un champ de bataille. Thomas m'a coincé près de l'imprimante jeudi après-midi. Mec, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit que tu as refusé de former Camille. C'est exact, ai-je dit. Son visage s'est plissé de confusion. Mais, Jean, pourquoi? N'est-ce pas un peu méchant? Thomas, ils l'ont promue à ma place et m'ont ensuite demandé de la former. En quoi ce n'est pas ridicule? Il y a réfléchi pendant au moins 10 secondes. Oh, ouais. Ça a l'air bizarre. Puis, après une autre pause, mais tu ne pourrais pas la former quand même? Jean, pour être gentil? C'est pour ça que j'aimais bien Thomas. Son cerveau fonctionnait à la vitesse d'une connexion bas débit, mais son cœur était au bon endroit. C'est en étant gentil que je me suis retrouvé dans cette situation, ai-je dit. J'ai fini d'être gentil. Le vendredi, les choses partaient en vrille.
Camille avait manqué 2 échéances clients, envoyé le mauvais rapport trimestriel à un compte majeur, et avait eu un blanc total lors d'une présentation aux dirigeants. J'ai regardé tout ça se passer depuis mon bureau tout en faisant mon propre travail. Pas mon cirque, pas mes singes. Stéphane a essayé de me coincer dans la salle de pause. Tu sais qu'elle a du mal. Pas mon problème, ai-je répondu en me servant un café. C'est le problème de tout le monde quand les projets échouent. Alors tu aurais peut-être dû promouvoir quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une supervision constante. Son visage est devenu rouge. Tu es mesquin. Je suis professionnel. Je fais mon travail. C'est tout. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un recruteur. Meilleure entreprise, meilleur salaire, de réelles opportunités de croissance. J'ai programmé un entretien pour la semaine suivante. Lundi matin, une autre invitation de calendrier. Objet, discussion sur la performance. Ils allaient me licencier ou me mettre sous un plan d'amélioration des performances. Quoi qu'il en soit, je savais où cela menait. Je suis entré dans cette réunion sans aucune attente et encore moins d'inquiétude. Ils voulaient la panique, ils voulaient que je supplie. J'étais déjà à moitié parti, et honnêtement, j'avais hâte de voir leur visage quand je démissionnerais. La salle de conférence semblait plus petite avec 4 personnes dedans. Stéphane et Brigitte avaient l'air mal à l'aise. Catherine des RH seniors avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs. Ils avaient des dossiers, des papiers imprimés, tout le peloton d'exécution en place. Thomas est passé devant la fenêtre de la salle de conférence et m'a fait un pouce en l'air pour une raison quelconque. Il pensait probablement que c'était une bonne réunion. Comme je l'ai dit, un super gars. Catherine a commencé. Nous sommes ici pour discuter des préoccupations continues concernant la performance et de ton refus récent de participer aux activités d'équipe requises. Préoccupations concernant la performance ? J'avais eu des évaluations parfaites pendant 5 ans d'affilée, mais bien sûr, soudain j'avais des préoccupations. Quelles préoccupations, ai-je demandé. Catherine a ouvert son dossier, a commencé à mélanger les papiers comme si elle distribuait des cartes. Nous avons documenté plusieurs cas de comportement non coopératif, de non-accomplissement des tâches assignées et de problèmes d'attitude ayant un impact sur le moral de l'équipe. Tâches assignées, ai-je répété. Vous voulez dire former Camille. Entre autres choses, a sauté Stéphane. Tu t'es retiré des activités d'équipe. Tu as refusé d'aider sur des projets collaboratifs. Plusieurs collègues ont signalé ton énergie négative. Super. On faisait de l'astrologie d'entreprise maintenant. Les collègues qui me refilaient leur travail sont contrariés que j'ai arrêté de le faire gratuitement, ai-je dit. Choquant. Brigitte est intervenue. Il ne s'agit pas de travail supplémentaire. Il s'agit d'être un joueur d'équipe et de soutenir les objectifs de l'entreprise. Quels sont les objectifs de mon poste ? Parce qu'aux dernières nouvelles, je n'ai pas été promu manager. Donc, mon objectif est de faire mon vrai travail, ce que j'ai fait parfaitement, sans aucune erreur. Catherine a baissé les yeux sur ses papiers, les a feuilletés. Elle cherchait quelque chose de concret. Elle n'allait pas le trouver parce que ça n'existait pas, nous te plaçons sous un plan d'amélioration des performances de 60 jours, a-t-elle finalement dit. Tu devras démontrer une amélioration mesurable en matière de collaboration et de réactivité aux directives de la direction. Un plan d'amélioration des performances, la condamnation à mort en entreprise. Fondamentalement, une trace écrite pour qu'il puisse vous licencier et prétendre que c'était justifié. Il documente chaque petite erreur pendant 2 mois, puis vous vire en pointant le plan comme preuve. C'est à ce moment-là que j'ai sorti une enveloppe de mon sac et que je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Stéphane. Ma démission. Vous auriez dû voir leur visage. La bouche de Catherine s'est ouverte. Stéphane avait l'air comme si je l'avais giflé avec un poisson. Brigitte a juste fixé l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Tu ne peux pas démissionner immédiatement, a dit Stéphane. Tu dois donner un préavis de 2 semaines. En fait, l'emploi est à volonté. Je peux partir quand je veux. De la même manière que vous pouvez me licencier quand vous le voulez. Catherine s'est ressaisie la première. Sans préavis approprié, tu seras marqué comme inéligible à la réembauche. Tu auras besoin de références. Je n'ai besoin de rien de cette entreprise, ai-je dit. J'ai déjà un autre travail en vue. Une légère exagération. J'avais un entretien, pas une offre. Mais il n'avait pas besoin de le savoir.
Je me suis levé, j'ai pris la lettre de démission, je me suis approché du côté de la table de Catherine et je l'ai posée directement devant elle. J'ai terminé. Envoyez-moi mes derniers papiers par courriel. Stéphane s'est levé aussi. Tu ne peux pas simplement partir. Tu as des projets en cours. Nous avons besoin de temps pour la transition. Vous auriez dû y penser avant le plan d'amélioration. Tout mon travail est documenté sur les lecteurs partagés. Vous vous débrouillerez. Votre management, c'est complètement non professionnel, a dit Stéphane, la voix montant. Non, ai-je dit, c'est de l'autopréservation. Je suis sorti, je suis allé à mon bureau et j'ai emballé mes affaires, photos personnelles, tasse à café, la bonne agrafeuse que j'avais apportée de la maison. Ça a pris peut-être 10 minutes. Le bureau était devenu complètement silencieux, tout le monde faisait semblant de travailler en me regardant faire mes cartons. Agnès avait l'air mortifiée. Roland a même eu le culot d'avoir l'air sympathique. Camille n'était nulle part en vue, probablement cachée dans une salle de conférence quelque part. Thomas est apparu à côté de moi. Waouh. Tu pars? Ouais. Jean, maintenant? Maintenant. Son visage est passé par plusieurs émotions avant de se fixer sur un respect confus. C'est plutôt cool, en fait. Comme dans les films. Exactement comme dans les films, Thomas. Je devrais faire ça un jour? Seulement si tu as un autre travail d'abord, mon pote. Oh, d'accord. C'est logique. Il m'a aidé à porter une boîte jusqu'à ma voiture. Je me suis déconnecté de mon ordinateur et j'ai laissé mon badge et mon accès au bâtiment sur le bureau de Stéphane. Il n'était pas là, probablement toujours en train de faire une crise de nerfs dans la salle de conférence. Je suis sorti à 11h un mardi. Je suis monté dans ma voiture, je me suis assis au volant et j'ai pris une grande inspiration. Mon téléphone vibrait déjà. Un texto d'une autre collègue. OMG, tu viens de démissionner? J'ai répondu, ouais. Elle, tout le monde panique. Moi, bien. J'ai démarré le moteur, je suis rentré chez moi, et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas du tout pensé au travail. Le chaos qui a suivi était magnifique. Agnès me tenait au courant. Camille se noyait. Les projets manquaient leurs échéances. Les clients appelaient, exigeant de savoir où était leur rapport. Le système de classement que j'avais mis en place était apparemment impossible à comprendre pour quiconque. Il s'est avéré que tous ces processus que j'avais documentés n'étaient pas aussi auto-explicatifs que je le pensais, parce que personne n'avait pris la peine de les lire. Ils me demandaient simplement à la place. Maintenant, ils étaient perdus. Les rapports clients hebdomadaires que j'avais automatisés, personne ne savait comment les exécuter. Les relations avec les fournisseurs que j'avais entretenues s'effondraient parce que personne n'avait les coordonnées ou l'historique des négociations. Un client majeur a menacé de retirer son contrat après que Camille lui a envoyé des données pour le mauvais trimestre. Un autre a exigé une réunion avec les dirigeants après que le suivi de leur expédition soit resté complètement silencieux pendant 3 jours. Roland a réussi à supprimer une sauvegarde complète de la base de données en essayant de comprendre quelque chose que je gérais les yeux fermés. Stéphane a essayé de m'appeler 2 fois, a laissé des messages vocaux demandant si je reconsidérerais ma décision, si nous pouvions trouver un arrangement, si je ferais au moins une réunion de transition rapide. Je les ai supprimés sans les écouter. Puis est venu le courriel de Catherine disant que je devais venir pour un entretien de départ. J'ai répondu, toutes les propriétés de l'entreprise ont été retournées. Envoyez tout document requis pour signature électronique. 2 semaines plus tard, Agnès a texté, Camille a démissionné. J'ai fait une pause, puis je l'ai appelée immédiatement. Attends, quoi? Elle n'a pas supporté. Elle travaillait jusqu'à minuit tous les soirs et était toujours en retard. Les clients se plaignaient. Stéphane était constamment sur son dos. Elle est juste partie hier. Sans même donner de préavis. J'ai ri. Alors maintenant, ils n'ont personne. Personne. Et Stéphane est en train de perdre la tête. Ils essaient de répartir ton ancien travail entre 3 personnes, et aucune d'entre elles n'a la moindre idée de ce qu'elle fait. Bien, ai-je dit. Que ça brûle. Au cours du mois suivant, les nouvelles ont continué d'arriver. Le département perdait des clients à l'appel. Les gens démissionnaient. Les projets échouaient. La direction supérieure exigeait des réponses. Pendant ce temps, j'avais tourné la page, trouvé un meilleur emploi dans une entreprise qui appréciait réellement la compétence.
Mais regarder mon ancien lieu de travail imploser de loin? Ce n'était que l'apéritif. Le plat principal était encore à venir. 3 jours après avoir démissionné, j'étais à la maison vers 10 heures, me relaxant pour une fois, quand mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale, mais je me suis dit qu'elle continuerait d'appeler, alors j'ai répondu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle dit avant même que je puisse dire bonjour. Pas de salutation, juste une attaque immédiate. Bonjour à toi aussi. Ne fais pas le malin avec moi. Ton frère m'a dit que tu as quitté ton travail. Est-ce vrai? Mon frère, bien sûr. Xavier, l'enfant chéri. Xavier avait 3 ans de plus, il avait toujours été le favori. La fierté de papa, l'ange de maman. Il ne pouvait rien faire de mal. Il a obtenu son diplôme universitaire en finance que nos parents ont payé pendant que je travaillais à temps partiel pour couvrir mes propres dépenses. Il a obtenu un poste de débutant dans l'entreprise d'un ami de papa pendant que j'envoyais 200 candidatures. Chaque succès dans sa vie avait un astérisque, mais personne ne voulait le reconnaître. En grandissant, chacune de mes réussites était comparée aux siennes. J'étais au tableau d'honneur, Xavier avait été sur la liste du doyen. J'ai eu une bourse, Xavier n'en avait pas eu besoin parce qu'il était déjà assuré. J'ai acheté ma première voiture avec l'argent que j'avais économisé, Xavier en a eu une plus récente comme cadeau de diplôme. Le schéma ne s'est jamais terminé. Oui, c'est vrai, ai-je dit. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi stupide? Sa voix montait. Sais-tu à quel point il est difficile de trouver un emploi? Tu ne peux pas simplement jeter 5 ans par la fenêtre parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Ils m'ont écarté et m'ont ensuite demandé de former ma remplaçante. Il ne s'agit pas de ne pas avoir eu ce que je voulais. Il s'agit de respect de base. C'est la vie, a-t-elle rétorqué. Les choses ne vont pas toujours comme tu le veux. Tu fais avec. Tu ne démissionnes pas, je pouvais entendre papa dire quelque chose en arrière-plan. Puis il était au téléphone. Écoute, a dit papa de cette fausse voix calme qu'il utilise quand il est vraiment furieux. Ta mère et moi n'avons pas élevé un lâcheur. Lâcheur. C'est fort de la part du type qui a travaillé au même poste gouvernemental pendant 35 ans, qui pensait que la loyauté envers une entreprise était une vertu plutôt qu'un piège. Je ne suis pas un lâcheur. J'ai quitté une situation toxique. Tu es parti sans autre travail. C'est irresponsable. J'ai des entretiens de prévus. Tu dois les rappeler, a coupé maman. Excuse-toi. Vois si tu peux récupérer ton poste. J'ai vraiment ri à ça. Vous plaisantez. Ils ont essayé de me mettre sous un plan d'amélioration des performances. Pourquoi est-ce que je retournerai là-bas? Parce que tu n'as rien d'autre, a dit papa. Et parce que partir comme ça te fait paraître instable. Tu penses que les autres entreprises n'en entendront pas parler? Les nouvelles voyages. Cela m'a fait marquer une pause. Que voulez-vous dire par les nouvelles voyages? Silence. Puis maman a dit, ton frère connaît des gens dans le secteur. Il essaie juste d'aider. Pause. Aider comment? Plus de silence. Papa s'est éclairci la gorge. Il a contacté quelques personnes. Il tâte le terrain. Il s'assure que cela ne nuise pas à ta réputation. Mon estomac s'est noué. Il parle de moi à d'autres entreprises. Il fait du réseautage, a dit maman sur la défensive. C'est ce que fait la famille. Tu devrais être reconnaissant. J'ai raccroché. J'ai juste appuyé sur « fin » et je suis resté assis là, à regarder mon téléphone. Xavier était en train de répandre qui sait quelle version des événements, me faisant probablement passer pour un employé instable et problématique qui ne supportait pas le rejet. Je l'ai appelé. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Salut », a-t-il dit, l'air de rien. « Maman t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne joue pas à l'idiot. Pourquoi parles-tu de moi à des gens? » Il a soupiré comme si j'étais difficile. J'essaie d'aider. Je connais des gens dans la logistique. Je fais du contrôle des dégâts. Contrôle des dégâts pourquoi? Tu as quitté un travail sans préavis. Ça fait très mauvaise impression. J'essaie de présenter les choses sous un meilleur jour avant que ça n'empire. Ma voix montait. Xavier, je n'ai pas besoin que tu présentes quoi que ce soit. Reste en dehors de ma carrière.
Quelqu'un doit être l'adulte ici, a-t-il dit, et je pouvais entendre la condescendance couler de chaque mot. Tu es émotif, tu ne penses pas clairement. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin que tu t'occupes de tes propres affaires. Ça devient mes affaires quand tu fais honte à toute la famille, quand maman et papa doivent expliquer à leurs amis pourquoi leur fils a quitté son travail comme un adolescent. Voilà. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de la façon dont mes décisions se reflétaient sur eux. Arrête de parler de moi à tes contacts, ai-je dit. Arrête de t'ingérer. Fous-moi la paix. Très bien, a-t-il dit. Mais ne viens pas pleurer chez moi quand tu ne trouveras pas de travail parce que tu as brûlé tous les ponts dans le secteur. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai aussi bloqué maman et papa. Mais ça a empiré. 2 jours plus tard, j'ai reçu un courriel étrange. Une adresse Gmail anonyme. Objet, tu devrais voir ça. À l'intérieur se trouvait une chaîne de courriels transférés. C'était entre Xavier et quelqu'un de mon ancienne entreprise, le vice-président, le type qui m'avait souri après mon dernier entretien, celui qui avait finalement décidé d'embaucher Camille à ma place. Les courriels remontaient à des semaines, avant que je ne démissionne. Xavier posait des questions sur moi, sur comment j'allais au travail, s'il y avait des problèmes de performance. Le vice-président est resté vague au début, mais Xavier a insisté, a dit qu'il s'inquiétait pour moi, que j'agissais bizarrement, a demandé si l'entreprise devait savoir quelque chose. Et le vice-président a mordu à l'hameçon, a commencé à partager des détails sur le processus de promotion, comment ils avaient choisi quelqu'un d'autre, comment je me montrais difficile au sujet de la formation de Camille. Les réponses de Xavier étaient pires, disant des choses comme « ça lui ressemble bien » et « il a toujours eu du mal avec l'autorité » et « peut-être qu'il a besoin d'une bonne leçon pour grandir ». J'ai eu la nausée. J'ai couru aux toilettes, j'ai eu des hauts-le-cœur au-dessus de la cuvette. Quand c'est passé, je me suis assis sur le sol de la salle de bain, essayant de digérer ce que je venais de lire. Ma famille travaillait contre moi. J'ai transféré le courriel à mes archives personnelles, puis j'ai fait quelque chose, j'ai appelé un avocat. L'avocat, Grégoire, était un homme d'âge moyen spécialisé en droit du travail, avec de bonnes critiques en ligne. Il a jeté un coup d'œil au courriel, et ses yeux se sont illuminés comme un sapin de Noël. C'est grave, a-t-il dit. Pour eux, pas pour vous. L'implication de votre frère aggrave même la situation. Ça montre une coordination. Puis-je poursuivre mon entreprise? Absolument. Votre frère? C'est plus délicat mais possible. L'entreprise a clairement violé les lois sur les représailles ici. Il a pris mon cas au pourcentage. Pas de frais initiaux. Nous allions les attaquer pour licenciement abusif et représailles. Pendant ce temps, je passais des entretiens. J'avais 3 pistes solides. L'une semblait très prometteuse. Une entreprise de logistique, bonne réputation, meilleur salaire. La recruteuse, Jessica, m'a contacté directement, a dit que mon expérience était exactement ce dont ils avaient besoin. Le premier entretien téléphonique s'est très bien passé. Elle a programmé un entretien en personne. Je m'y suis préparé à fond. L'entretien a eu lieu un mercredi. 3 personnes dans le jury, y compris le chef de département. Tout s'est bien passé. À la fin, le chef de département a souri et a dit « Nous devrons vérifier les références, mais je pense que vous seriez un excellent atout. Attendez-vous à avoir de nos nouvelles d'ici la fin de la semaine. » Je suis parti confiant. Vendredi après-midi, Jessica a appelé. Sa voix était différente. Prudente. « Salut », a-t-elle dit. « Alors, nous avons terminé la vérification de vos références, et je dois vous parler de quelque chose. » Mon estomac s'est noué. Nous avons contacté votre ancien employeur. Le retour a été préoccupant. Préoccupant comment? Elle a hésité. Ils ont dit que vous aviez des problèmes de performance. Que vous étiez insubordonné. Que vous êtes parti sans préavis après avoir été mis sous un plan d'amélioration des performances. Ce n'est pas vrai. Ils se vengent parce que je les poursuis en justice. Pause. Vous poursuivez votre ancien employeur en justice? Oui. Pour licenciement abusif et représailles. Long silence. Je suis désolé, mais nous allons continuer avec d'autres candidats. Le litige en cours représente un risque trop élevé. Jessica, il manque pour se couvrir. Je comprends,
mais nous devons nous fier aux informations que nous avons. Je suis désolé. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, à regarder mon téléphone. Il m'avait torpillé, saboté activement une opportunité d'emploi. Les 2 entretiens suivants se sont déroulés de la même manière. Tout était positif jusqu'à la vérification des références. Puis, soudainement, des préoccupations concernant mon attitude, mon professionnalisme, ma fiabilité. J'ai commencé à avoir l'impression d'être traqué. Chaque porte qui s'ouvrait se refermait brutalement à la dernière seconde. Chaque piste prometteuse se transformait en un autre rejet. Mes économies diminuaient. Le loyer était dû. Et je ne trouvais personne pour m'embaucher parce que mon ancien employeur empoisonnait tous les puits. J'ai appelé Grégoire immédiatement après le 3e rejet. C'est illégal. Les entreprises ne peuvent pas mentir dans les vérifications de référence. Cela renforce en fait notre cas. Transférez-moi tout. Cette nuit-là, un autre courriel anonyme. Objet, plus de preuves. Une autre chaîne de courriels, cette fois entre les RH et Xavier, datée d'après ma démission, après que j'ai engagé un avocat. Xavier continuait de coordonner avec eux. Ils discutaient de stratégie, de la manière de gérer mon action en justice, de documenter rétroactivement des problèmes de performance, de s'assurer que les autres employeurs sachent que j'étais difficile. Il y avait un courriel du vice-président suggérant qu'il devrait protéger le secteur en avertissant les autres entreprises. Xavier était d'accord, a dit qu'il ferait passer le mot via son réseau. Je l'ai transféré à Grégoire, je l'ai appelé même s'il était tard. C'est une conspiration, a-t-il dit après l'avoir lu. Diffamation, ingérence délictueuse. Ils sont finis. Et Xavier, il participe activement. C'est passible de poursuite. Lundi matin, Grégoire a déposé une plainte modifiée ajoutant Xavier comme défendeur. Le mardi, les avocats de mon ancienne entreprise appelaient pour tenter de régler l'affaire. Grégoire leur a dit non. Mercredi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était maman, qui appelait d'un autre téléphone puisque j'avais bloqué son numéro habituel. Tu as poursuivi ton propre frère en justice, a-t-elle hurlé dans le message vocal. Si tu vas jusqu'au bout, tu es banni de cette famille. Je n'ai pas répondu. Elle avait fait son choix clairement. En une semaine, 2 autres anciens employés ont contacté Grégoire, Alice et Julien. Tous 2 avaient des histoires similaires. Tous 2 avaient été poussés dehors et mis sur liste noire. Alice avait travaillé dans l'entreprise pendant 7 ans avant de remettre en question une directive de la direction qui semblait juridiquement douteuse. Elle était allée au RH. 2 mois plus tard, elle était sous un plan d'amélioration et ensuite licenciée. Elle a passé 6 mois au chômage malgré des dizaines d'entretiens, car chaque vérification de référence revenait avec des préoccupations concernant son jugement. Julien avait signalé des violations de la sécurité au travail. Il a été licencié 3 semaines plus tard pour de supposés problèmes d'assiduité, même s'il avait un dossier parfait. Personne ne voulait l'embaucher après ça. Un recruteur lui avait dit, de manière officieuse, que son ancien employeur l'avait signalé comme procédurier et à haut risque. C'est une tendance, a dit Grégoire. Exactement ce dont nous avions besoin. Ils se sont joints en tant que coplaignants. Il ne s'agissait plus seulement de moi. C'étaient des représailles systématiques. L'instruction a commencé. Grégoire a assigné à comparaître tout le monde. L'entreprise s'y est opposée. Le juge a ordonné la conformité. Mes parents ont commencé à appeler la famille élargie, répandant leur version. La plupart des parents ont pris leur parti. J'ai reçu des textos me disant que j'étais vindicatif. Ma cousine Mélanie m'a contacté. Elle a été la seule à poser des questions au lieu de supposer que j'avais tort. Ton père a déjà fait ça, a-t-elle dit autour d'un café. Saboter des gens, je veux dire. Tu te souviens quand j'ai postulé pour ce programme de formation après le lycée? Je m'en souvenais, vaguement. Ton père a appelé le coordinateur, leur a dit que je n'étais pas fiable. Que des mensonges. Mais ça a ruiné mes chances. Pourquoi? Parce que Xavier avait postulé aussi. Et ton père ne voulait pas de compétition. Xavier a été pris. J'ai travaillé dans la vente au détail pendant 3 ans. Je me sentais mal. Je n'en avais aucune idée. Personne ne le savait. Je ne l'ai découvert que parce que le coordinateur en a parlé à ma mère des années plus tard.
Elle a levé les yeux. Ton père protège toujours Xavier aux dépens de tout le monde. 3 semaines plus tard, les documents de l'instruction sont arrivés. Des boîtes de courriels imprimées. Des milliers de pages. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Une liste littérale intitulée « Ne pas réembaucher » avec des codes à côté des noms. Mon nom y figurait, code procédurier, avertir les autres. Ceux d'Alice et de Julien aussi, tous marqués comme des « problèmes ». Mais pire encore, les courriels montraient une coordination. Les RH avaient des contacts réguliers avec les départements RH d'autres grandes entreprises. Ils partageaient des informations sur les « employés à problème », une opération de liste noire à l'échelle du secteur. Grégoire m'a appelé. C'est plus gros que je ne le pensais. Nous allons nous attaquer à tout le réseau. On peut faire ça? On peut essayer. Ça va être compliqué. Je m'en fiche. Ils ont détruit des carrières. Quand la nouvelle de l'ampleur de l'affaire s'est répandue, mes parents ont perdu la tête. Ils ont essayé d'appeler depuis plusieurs numéros. Quand ça n'a pas fonctionné, ils se sont présentés à mon appartement, ont frappé à la porte. Papa m'a bousculé quand j'ai ouvert. Arrête ça tout de suite. Sors. Pas avant que tu n'écoutes. Tu es en train de ruiner la vie de Xavier. Xavier a ruiné sa propre vie en aidant mon employeur à me mettre sur liste noire. Il protégeait la réputation de la famille. A dit maman. Alors vous l'avez mal élevé, ai-je dit. Maintenant, partez. Papa s'est approché. Laisse tomber le procès où tu es mort pour nous. Je le suis déjà, ai-je répondu. Sors de mon appartement. Il m'a regardé fixement, puis s'est retourné et est parti. Maman a suivi. J'ai verrouillé la porte. 6 mois après le début du litige, mon ancienne entreprise a tenté de régler l'affaire. Une somme décente, un accord de référence neutre, une clause de non-dénigrement mutuel. Grégoire m'a apporté l'offre. D'un point de vue juridique, c'est solide. Mais si ton objectif est un changement réel, un règlement n'y parviendra pas. J'ai pensé à Mélanie, à Alice et Julien, et probablement à des dizaines d'autres qui avaient été écrasés. Que se passe-t-il si nous allons au procès? Nous forçons les témoignages sous serment, nous les rendons publics. Même si nous n'obtenons que des dommages et intérêts partiels, la seule exposition détruit leur opération. Mais il y a un risque. Ils ont des avocats chers. Les jurys sont imprévisibles. Rejette-la. Nous allons au procès. Grégoire a souri. J'espérais que tu dirais ça. Nous avons rejeté l'offre. Ils sont revenus avec une offre plus élevée. Nous avons rejeté à nouveau. D'autres personnes ont commencé à se manifester, d'anciens employés d'autres entreprises. Le réseau de la liste noire était immense, au moins une douzaine de grandes entreprises. Grégoire a monté un dossier montrant une coordination systématique pour supprimer les droits des employés. Les médias locaux s'en sont emparés, de grandes entreprises accusées de réseaux de liste noire illégales. Mon ancienne entreprise a paniqué. Les autres aussi. Ils ont commencé à régler les affaires individuellement. Certains ont présenté des excuses publiques. D'autres ont discrètement changé leur politique. Mais mon ancienne entreprise et Xavier n'ont pas réglé. Ils se sont obstinés. Alors, nous sommes allés au procès. Grégoire a présenté son cas méthodiquement, a montré les courriels, la liste, a appelé Alice et Julien, et a établi un schéma indéniable. Leurs avocats ont tenté de discréditer tout le monde, prétendant que nous étions des employés mécontents qui inventaient des histoires. Puis, Grégoire a appelé Xavier à la barre. Voir ce connard se tortiller sur le banc des témoins était satisfaisant. Grégoire l'a détruit, a montré des courriels où Xavier suggérait spécifiquement des moyens de documenter des problèmes de performance, où il offrait de répandre des informations négatives, où il se coordonnait avec le vice-président. Le meilleur moment a été quand Grégoire a demandé directement à Xavier pourquoi il avait contacté mon employeur. Xavier a essayé l'angle du « membre de la famille inquiet ». Grégoire a sorti un courriel daté de 2 jours après que j'ai postulé pour la promotion. Avant même que je ne sois rejeté, Xavier parlait déjà au vice-président, se positionnant déjà comme une partie concernée. La chronologie a prouvé qu'il ne s'agissait pas d'inquiétude. C'était un sabotage prémédité. Xavier n'avait aucune réponse. Le jury a vu exactement qui il était. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a délibéré pendant 2 jours.
Verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Licenciement abusif, représailles, diffamation, conspiration. Le juge a accordé des dommages et intérêts importants, non seulement à moi, mais aussi à Alice et Julien, plus des dommages-intérêts punitifs. Mais la vraie victoire, c'est ce qui est venu après. Le verdict a fait les gros titres locaux. Mon ancienne entreprise ne s'en est jamais remise. La publicité les a détruits. Moins d'un an après le verdict, ils ont déposé le bilan. Le vice-président a démissionné en disgrâce. Stéphane s'est fait virer. Xavier a tout perdu. Son entreprise l'a immédiatement laissé tomber. Personne d'autre ne voulait l'embaucher. Mes parents ne se sont jamais excusés. J'ai simplement cessé de parler à cette partie de la famille. Mélanie m'a dit qu'il racontait aux gens que j'étais mentalement instable. Je m'en fichais. J'avais construit une nouvelle vie, trouvé un meilleur travail. L'argent du règlement a aidé, à payer les dettes, à constituer un filet de sécurité. Mais plus que ça, j'avais le respect de moi-même, quelque chose que mon ancienne entreprise et ma famille ne m'avaient jamais donné. Certaines personnes ont dit que j'aurais juste dû tourner la page, que garder rancune était malsain. Ces gens n'ont jamais eu de membres de leur famille sabotant activement leur carrière. J'ai choisi de me battre, et j'ai gagné. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'ils ont essayé d'enterrer. 2 ans après le verdict, je reçois encore des messages de personnes touchées par la liste noire du secteur, me remerciant de l'avoir exposé, disant que leur carrière s'est rétablie. Et ça en vaut la peine. J'ai croisé Thomas il y a quelques mois, une rencontre fortuite dans un café. Il travaillait toujours dans une entreprise de logistique, juste une autre. « Mec », a-t-il dit en me voyant, j'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé. C'était fou. Il a commandé une boisson compliquée avec genre cette modification, puis s'est tourné vers moi. « Alors, tu as finalement formé Camille ?» J'ai dû rire. « Non, Thomas. Je n'ai jamais formé Camille. » Oh. C'est probablement pour ça que tout s'est effondré alors. Il l'a dit avec un visage impassible. Probablement, mon pote. C'est logique. Il a hoché la tête sagement. Puis, après une pause, et, tu es toujours en colère contre tout le monde ? Contre certaines personnes, ouais. C'est juste. Je serais probablement en colère aussi, si je comprenais ce qui s'est passé. Il a pris sa boisson. Eh bien, content de t'avoir vu. Tu as l'air moins stressé maintenant. Merci, Thomas. En le regardant partir, j'ai réalisé qu'il avait raison. J'étais moins stressé, malgré le procès, malgré la perte de ma famille, malgré tout. Parce que j'avais cessé d'accepter le manque de respect déguisé en loyauté, cessé de faire passer le confort des autres avant ma propre dignité. Mes parents ne sont jamais revenus sur leur position. Aux dernières nouvelles, ils disaient aux gens que Xavier était la vraie victime, que j'avais détruit sa vie par dépit. Laissons-les penser ça, les archives du tribunal racontaient une autre histoire. J'ai appris par Mélanie que Xavier travaillait à un poste de débutant dans un autre état, complètement mis au ban de la logistique. L'ironie ne m'a pas échappé. Stéphane a fini dans une plus petite entreprise, à un poste inférieur. Agnès a dit qu'il avait vieilli de 10 ans en un. Le karma est drôle comme ça. Et Camille ? J'ai entendu dire qu'elle avait complètement quitté le secteur, incapable de supporter l'examen minutieux après que le procès a révélé comment elle avait obtenu sa promotion en premier lieu. Le plus drôle ? Il s'est avéré que Stéphane essayait de sortir avec elle. Ce sourire du vice-président après mon dernier entretien. Il était dans le coup, lui aussi. Toute la promotion n'était au fond qu'une triste tentative de romance de bureau de la part de Stéphane, déguisée en avancement au mérite. Les dossiers de l'affaire ont tout révélé. La vraie raison pour laquelle ils ont choisi Camille n'était pas elle, expérience en management. C'était parce que Stéphane avait convaincu les dirigeants qu'elle avait du potentiel, tout en me sapant simultanément dans mon dos. Le type a littéralement saboté ma carrière parce qu'il faisait le canard pour quelqu'un qui n'était même pas intéressé par lui. Alice et Julien ont utilisé l'argent de leur règlement pour créer leur propre cabinet de conseil en logistique. Ils m'ont demandé si je voulais les rejoindre en tant que partenaire. J'ai décliné. J'avais besoin d'une pause du drame du secteur. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise où la compétence compte vraiment, où la loyauté va dans les deux sens. L'argent du règlement est placé dans des investissements. Mon fonds d'urgence est solide. La vie est stable. Je vais mieux que bien.
YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, écrasez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.